retrouvons Olivier Granilic. Bonjour à vous Olivier et Boker Tov. Boker Tov, Léa. Et nous ouvrons ce journal encore une fois avec une nouvelle victime du terrorisme. C'est un jeune soldat de 22 ans. Oui, il s'agit du sergent-chef Shilo Youssef Amir qui a été tué hier à Doum, dans la région de Samarie. Il contrôlait un véhicule suspect sur la route 55. Le Palestinien qui se trouvait dans la voiture a tiré dans sa direction, le blessant grièvement. La victime est rapidement décédée de ses blessures au cours de son transfert à l'hôpital. Il s'agit de la 25e victime du terrorisme palestinien depuis le début de l'année. Et est-ce que cet attentat a été revendiqué, Olivier ? Oui, le Hamas a revendiqué ce nouvel attentat. Le terroriste, un jeune Palestinien de 19 ans, a été neutralisé alors qu'il tentait de prendre la fuite à pied. Il s'agit de Ahmed Yassine Geidan, âgé de 19 ans. Le groupe terroriste a affirmé que l'attaque était une réponse au crime de l'occupation, je cite, bien entendu, perpétré à Jenin. Cette nouvelle attaque intervient au lendemain justement du retrait des troupes israéliennes de la ville palestinienne où une vaste opération de démantèlement des infrastructures terroristes avait été menée durant 2 jours. Et quelles sont les réactions des habitants de Judée-Samarie ? Alors, plusieurs responsables locaux en Judée de Samarie ont appelé le gouvernement à lancer une opération plus importante dans la région, tandis que d'autres ont plaidé pour le retour des points de contrôle de l'armée dans la zone. Le ministre israélien des Affaires étrangères a quant à lui appelé la communauté internationale à condamner l'autorité palestinienne pour cet attentat, pointant l'incitation continue de Ramallah à la violence, notamment à travers les rémunérations versées aux terroristes et à leurs familles. Alors toujours dans l'actualité sécuritaire, Olivier, tension à la frontière nord avec le tir d'un missile anti-char en provenance du Liban. Oui, c'est une autre inquiétude pour les chefs de la sécurité israélienne. Hier, un missile anti-char a été tiré depuis un poste du Hezbollah au sud de Liban. Ces tirs, il faut l'avouer, ont surpris l'armée israélienne. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu'Israël riposterait au moment voulu face à toute violation de notre souveraineté et contestation de notre présence dans notre pays. Nous répondrons à l'endroit et au moment que nous choisirons de manière ouverte et bien dissimulée, a affirmé le ministre de la Défense. Et justement, le ministre israélien de la Défense a remercié hier son homologue américain. En effet, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu hier soir avec le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin. Les deux hommes ont discuté des activités de l'armée israélienne visant à détruire les infrastructures terroristes dans la localité de Jenin, en Judée-Samarie. Et Yoav Gallant a expliqué à son homologue américain pourquoi Israël devait mener cette opération antiterroriste. Le ministre de la Défense a également remercié le secrétaire à la Défense et à l'administration américaine pour le soutien apporté aux activités de Tsahal. Et ça a clairement indiqué qu'Israël continuerait à se défendre contre le terrorisme. Et puis durant l'opération menée à Jenin, les États-Unis avaient estimé qu'Israël avait le droit de défendre sa population contre les terroristes tout en appelant à protéger les civils. Dans le reste de l'actualité, il y a eu hier soir des manifestations contre la réforme judiciaire, certaines d'entre elles assez violentes. Oui, c'est une nouvelle forme de cette contestation que on observe ici. Les organisateurs des manifestations contre la réforme judiciaire avaient appelé hier les militants à manifester devant les domiciles de plusieurs ministres et députés de la coalition. Et il y a eu plusieurs incidents au cours de ces manifestations. Lors d'un rassemblement devant la maison du ministre de la Justice, Yariv Levin à Modine, une grenade fumigène a été lancée par des protestataires, tandis que d'autres ont bloqué la route menant au domicile du ministre. Et puis une personne se trouvant sur les lieux a été aussi arrêtée. Puis à Tel Aviv, 4 manifestants ont également été appréhendés pour trouble à l'ordre public et agression contre des policiers devant le domicile de la ministre des Renseignements, Ghila Gamliel, et celui du président de la Knesset, Amir Ohana, tous les deux du Likoud. Les leaders de la protestation ont promis une action encore plus déterminée mardi prochain, alors que le gouvernement vise à faire passer unilatéralement certaines clauses de la réforme dans les prochaines semaines.
Une lecture juive de l'histoire juive, c'est le nouveau livre de Chaim Berkovitch et nous sommes très heureux de le recevoir. Chaim, bonjour. Bonjour. Alors, Chaim, des fois on le reçoit quand il est militant pour le monde du Temple, des fois c'est quand c'est le défenseur du caveau des rois, et puis aujourd'hui c'est Chaim Berkovitch, l'auteur et l'historien. Et on va voir en fait que tout cela en fait s'est mélangé en fait. Bien sûr, il y a un lien entre tous ces sujets. On va parler donc de ce nouveau livre qui sort. Qui est déjà sorti à Paris et qui va être disponible à partir de dimanche. À partir de dimanche, donc très prochainement ici en Israël. On va parler un peu de ce livre, donc une lecture juive de l'histoire juive. Mais avant cela, je voudrais que tu nous parles de ta passion pour l'histoire, parce que c'est vrai que j'ai dit que tu étais militant, que tu étais défenseur du caveau des rois, etc., etc. Et l'histoire, c'est quoi? C'est une véritable passion pour toi? Pour moi, c'est une véritable passion, et puis ça date depuis l'école juive. J'étais élève à Lucien de Hirsch, et j'avais un professeur d'histoire juive du nom de Marianne Picard, Zichronah Livracha. Tout le monde la connaît, et puis elle m'a donné l'amour de l'histoire. Alors, j'étais un élève un peu perturbé, je n'étais pas... Perturbé ou perturbant? Perturbant, on pourrait dire. Mais par contre, je ne ratais aucun de ses cours, je ne ratais pas non plus le vendredi lorsqu'elle nous parlait de la paracha de la semaine avec sa carte en bois où on voyait la carte d'Israël, le début de l'histoire juive. Et c'est une passion pour moi, l'histoire juive. C'est une passion et j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus parce que d'abord, ça m'a permis de me perfectionner sur certains passages, sur certaines périodes de l'histoire. Et puis, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. Alors, ce que tu as appris, c'est quoi? C'est en autodidacte que tu l'as fait? C'est-à-dire que vraiment, tu as ouvert des livres, tu t'es intéressé, tu as suivi des cours? Comment ça se passe? Tout à fait, j'ai suivi des cours. J'ai suivi une formation de guide touristique en Israël. Je ne travaille pas en tant que guide, mais j'ai suivi la formation parce que ça apporte un savoir impressionnant. Et puis, aujourd'hui, on a la possibilité, ne serait-ce qu'avec Internet, et puis en se baladant dans plusieurs bibliothèques, de pouvoir parcourir des livres et des livres et des livres. Et j'ai cherché. Et je me suis aperçu qu'on a du mal, on ne connaît pas l'histoire juive, on ne connaît pas notre histoire. Alors, c'est vraiment le thème de ton livre. Il faut dire que ce n'est pas le premier livre que tu as écrit, puisque tu as écrit déjà 2 livres sur le caveau des rois. Tout à fait. D'accord, un roman et puis un livre un peu plus historique. Et là, donc, c'est une lecture juive de l'histoire juive. Et en lisant ce titre, moi, j'avais l'impression que tu voulais sous-entendre que c'était une relecture de l'histoire juive. Alors, je vais peut-être préciser, parce que l'histoire juive, on peut d'abord commencer par lire la Bible, tout simplement, puisque c'est le début, et en retirer l'histoire. La Bible, c'est le début de l'histoire juive. On apprend beaucoup sur l'histoire dans la Bible. Le problème, je vais vous dire, et surtout en français, le problème, c'est que je pense que souvent, on a une mauvaise lecture de la Bible et des textes. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une lecture qui n'est pas la nôtre, une lecture chrétienne. Il y a à peu près, le rabbin Citruc, il en parlait à l'époque, il y a plus de 437 religions ou sectes qui lisent la Bible et ils la lisent différemment de ce que nous la lisons. Et puis même lorsque nous avons des livres d'histoire qui ont été écrits par des personnes de notre communauté, par exemple Chaim Potok ou d'autres, eh bien, dans ces livres d'histoire, on va essayer, on va nous montrer une lecture de l'histoire en enlevant la place d'Hachem, en enlevant la place de l'Éternel. Et pour moi, c'était très important d'apporter une lecture juive, une lecture qui laisse toute la place à notre Créateur. Je suis croyant. Et j'ai voulu montrer qu'il y a une lecture avec Hachem qui est à l'intérieur. Parce que notre histoire, c'est impossible. Alors, si c'est quoi? C'est une lecture plus religieuse? C'est une lecture... C'est quoi comme lecture? C'est pas une lecture plus religieuse, c'est une lecture avec la place de l'Éternel à l'intérieur, tout simplement. Ça veut dire que je ne vais pas essayer de vous expliquer de quelle façon ça aurait pu être possible. Si on parle par exemple du passage on va donner des exemples. Dans la mer des Joncs, si on parle de ce passage, les enfants d'Israël sont passés. Si vous regardez par exemple dans le livre de Chaim Potok, il va vous dire qu'il y a un banc de sable à un endroit où on peut passer à pied, mais les chars de Pharaon se sont embourbés à l'intérieur. Donc je vais pas essayer je vais vous dire, lorsqu'il y a un miracle, eh bien il y a un miracle, donc, tout simplement. D'accord. Donc là, tu dis que c'est un miracle. D'autres exemples de choses qu'on a l'habitude de lire et que tu nous apportes peut-être une lumière différente? Alors,
D'abord, j'apporte pas moi-même une lumière. J'utilise des personnes comme Ibn Ezra, comme Maïmonide, comme Rachi ou d'autres commentateurs qui, eux, nous apportent une lecture de cette histoire juive. Donc, je vais les utiliser à différentes reprises pour pouvoir expliquer l'histoire. Et c'est très important parce que ça montre à des endroits si vous lisez la Bible, sans commentateur, eh bien, vous n'allez pas tout à fait comprendre. Si on essaye de lire l'histoire de David, eh bien, on va se dire, ah, David, il a eu un roman, etc. Les choses sont tellement différentes. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter au lecteur. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que lorsqu'on lit le livre, tu apportes les textes et tu apportes les commentaires? Non, je vais vous dire, je raconte l'histoire. Je raconte l'histoire différemment. Des fois, je vais amener quelques sources, je vais rapporter les sources, mais ça se lit comme un livre d'histoire, tout simplement. On peut prendre une partie. Si ça vous intéresse de lire d'abord l'histoire des juges, de la période des juges, la période des prophètes, ou si vous préférez lire l'histoire des rois, ou si ce qui vous intéresse, c'est la période du Second Temple, je donne la possibilité à chacun de pouvoir lire et ça se lit facilement. Alors ça, c'est le tome 1, donc ça veut dire qu'il va y avoir un tome 2, visiblement. Tout à fait. Et pour le moment, tu te consacres de la création du monde à la destruction du Second Temple, ce qui est déjà quand même une période assez longue et assez riche surtout. Puisque tout à fait. On va dire que c'est... les 80% de l'histoire juive, non, pratiquement. Peut-être pas 80%, mais en tout cas, c'est très très riche. Nous avons toute la partie biblique, ensuite nous avons toute la partie du retour en Israël, la partie du Second Temple. Nous avons, ne serait-ce qu'on pourrait faire des livres entiers sur la partie, par exemple, sur la fin du Second Temple, sur l'histoire de la destruction du Beth Amikdash. Donc j'ai repris, je me suis arrêté à ce moment-là, mais je précise bien dans mon livre que c'est pas la fin, parce que l'histoire juive, elle continue. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et alors, ce qui est important, c'est que tu fais appel à beaucoup de commentateurs. Et en préparant cette émission, tu m'as dit que tu avais des fois choisi un peu les commentateurs. Et je vais vous dire, c'est très dense. Lorsqu'on a deux juifs, on a 3 avis. Donc, on a plusieurs personnes qui vont vous parler de périodes de façon différente. Moi, j'ai pas voulu donner mon avis personnel parce que mon avis personnel ne compte pas, mais j'ai cherché parmi les commentateurs l'avis que je voulais apporter. Donc, et je le précise d'ailleurs dans mon livre. Je le précise, par exemple, à tel endroit, c'est selon l'opinion de Maïmonide. À tel endroit, c'est selon l'opinion de tel historien, etc. Parce que pour moi, c'était important de montrer que parfois, il y a une vision différente que la vision qu'on connaît. Alors, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, on pense que l'histoire, c'est quelque chose de très objectif, mais en fin de compte, on interprète l'histoire un peu à sa manière. Je vais vous dire, le problème de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout et on est obligé d'utiliser les sources que nous avons. Alors, lorsque nous avons des sources bibliques, pour une personne qui est croyante, il n'y a pas de souci, vous avez la Bible, vous avez l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Bible, c'est beaucoup plus facile. Mais lorsqu'on a des périodes comme la période de la fin du Second Temple, où les seuls écrits que nous avons, je donne un exemple, c'est les écrits de Joseph, fils de Matithia, qui est appelé Flavius Joseph, c'est une personne qui a rejoint les rangs de l'ennemi. Est-ce que lorsqu'il va écrire, c'est objectif? Est-ce qu'on peut se fier? Est-ce qu'on ne peut pas se fier? Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Donc on peut interpréter l'histoire. Maintenant, c'est évident que lorsque une personne écrit l'histoire, elle va l'écrire et elle-même, elle n'est pas objective. Je vous donne un exemple. Ouais. Est-ce que vous avez déjà lu un livre sur les défaites de Rome? Non, parce qu'on n'a pas écrit tout ce qui a un rapport avec... lorsque Rome a perdu, on n'en parle pas, c'est pas écrit dans les livres. Donc vous voyez le côté objectif. Donc j'ai choisi chez certains historiens, j'ai récupéré un petit peu de partout, j'ai glané chez tout le monde et j'apporte une vision et j'explique pourquoi aussi j'apporte cette vision-là. Alors, justement, cette vision, tu parles d'une histoire, une lecture juive, de l'histoire juive, mais on peut aussi argumenter que cette lecture juive, c'est ta lecture à toi, en fin de compte. C'est pas une lecture qui peut convenir à d'autres personnes ou à d'autres courants du judaïsme. Alors, je vais vous dire, c'est très important de préciser que d'abord, c'est pas ma lecture à moi, c'est la lecture d'une personne qui est croyante, croyant, fils de croyant, Mamin, Ben Mamin, c'est le slogan qu'on se répète. Donc là-dessus, je serai pas objectif, Olivier, je vous le dis tout de suite. Et lorsque je n'ai pas de réponse sur certaines questions dans l'histoire, eh ben je le marque, je n'ai pas de réponse. Et j'aimerais bien le jour où comme on dit chez nous, lorsque le Mashiach viendra résoudre les problèmes, qu'il puisse m'apporter certaines réponses que je n'ai pas. Mais tout le monde peut lire.
Tout le monde peut lire cette lecture. Mais ça montre une chose. Ça montre que notre lecture, elle est viable. Notre lecture, elle est possible. Et nous avons une lecture qui explique un petit peu, par exemple, les racines que nous avons sur la terre d'Israël. Et ça, c'est très, très important. Vous prenez le premier Rashi de la Torah, et il va vous dire tout simplement, on l'a écrit parce que les nations, un jour, diront que ça ne vous appartient pas, et on va montrer que ça nous appartient. Vous pouvez ne pas être d'accord et de dire que c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais en tout cas, nous, c'est notre lecture. Cette façon-là que nous le voyons. Et alors, excusez-moi Olivier, vous pouvez même être non-juif ou juif, vous pouvez lire et vous allez comprendre un petit peu quelle est la vision du judaïsme croyant sur l'histoire juive. Tu as trouvé quelque chose de commun par rapport à tous ces événements, de toute cette histoire. Oui, je vais vous dire, on a omis pendant des siècles, et sûrement à juste raison, puisque c'est les sages d'Israël, ce sont les Chachamim qui ont décidé cela, on a omis de parler de l'héroïsme. On a une histoire, on a des héros. Les héros n'ont pas commencé avec la période du sionisme, ils ont commencé depuis l'époque biblique. On a d'ailleurs même des super-héros. On a Shimshon, on n'a pas besoin de Superman ou de Spider-Man, nous avons notre super-héros dans l'histoire. On a omis de parler d'héroïsme. Et je vais donner deux exemples. Je vais donner un premier exemple sur toute la période de Hanouka. Sur la période de Hanouka, on nous parle, on nous dit, il y a eu le miracle de la fiole d'huile. C'est très important. Mais entre nous, combien de personnes ont vu ce miracle? Peut-être une dizaine de prêtres, de Cohen qui étaient au Beth Amikdash. Je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, mais est-ce là toute l'importance? Pourquoi on ne nous parle pas de toute cette guerre que Yehuda Maccabi a menée avec ses frères? Pourquoi on ne nous parle pas de son frère Shimon qui va déclarer l'indépendance de l'État d'Israël à ce moment-là? Pourquoi on ne nous parle pas de tout cet héroïsme? Et je pense qu'il y a une volonté. Contre Rome, il n'y a pas eu de peuple qui s'est autant révolté contre la domination sur laquelle il était. Nous nous sommes révoltés contre Rome. Nous avons perdu au cours, pendant 150 ans d'histoire sous le joug romain, nous avons perdu plus d'1 million d'hommes. C'est énorme. Et à chaque fois, on s'est battu. Et on s'est battu, on s'est rebattu. Et personne ne parle de cet héroïsme. Si on prend le texte, c'est une omission volontaire ou Je pense que... Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque par exemple, si vous étiez enfant à l'époque du Second Temple, eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se racontait? Eh bien, ils lisaient le livre des Maccabées, le Sefer HaMaccabim, et là, on voyait que Yehuda a gagné la guerre, et qu'il s'est battu contre Nicanor, etc. et tout. C'est grandiose. Et pourtant, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les sages ont compris une chose. À la destruction du Beth Amikdash et ensuite à la destruction d'Israël à l'époque de Bar Korba, ils ont compris tout simplement que si on laissait faire l'héroïsme, on allait perdre le peuple. On était à une période très très difficile. Une période où on est sorti même en exil. Et donc il fallait faire quelque chose pour un petit peu freiner tout cet héroïsme, pour que le peuple juif puisse se reprendre des forces, pour qu'il puisse remonter, et ensuite, pour les temps messianiques, qui sont d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire peut servir d'interpréter, donc d'abord ce qui s'est passé, mais aussi d'interpréter par rapport au temps présent. Tout à fait, tout à fait. D'abord, lorsqu'on connaît son histoire, on peut prétendre savoir comment réaliser son avenir. Et ça, c'est très, très important. Parce que ce qu'il y a eu, il y aura. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. L'histoire nous montre de quelle façon. L'indépendance, nous l'avons déjà eue. Ouais. Comment ne pas retomber, par exemple, dans les erreurs du passé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Et puis on apprend des choses très intéressantes dans l'histoire. Si vous permettez, Olivier, je vais donner une toute petite anecdote. À un moment, Caligula, l'empereur Caligula, va demander à son gouverneur dans la région d'installer une statue à son effigie en plein centre du temple. Vous savez ce qu'ont fait les Juifs à ce moment-là? Nous sommes dans les années 50 après l'ère. Les Juifs, tout simplement, ils vont lâcher leur maison. Pas que les grands-pères, pas que les gens qui n'ont pas de travail. Tous ceux qui sont dans les champs, ceux qui ont des vignes, ils vont lâcher les hommes, les femmes et les enfants. Ils vont aller au-devant de ce Florius et ils vont lui dire... tue-nous. Ils vont montrer le coup, ils vont dire on préfère mourir que de voir une profanation du temple. Là, on voit une certaine confiance, un certain attachement à la religion, etc. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut, je n'ai pas dit qu'il faut tendre le cou aujourd'hui, mais c'est quelque chose de voir cette croyance que nos ancêtres ont eue, c'est quelque chose de fantastique. Alors justement, on va terminer peut-être avec ça. Quelle lumière cette lecture t'a apporté ou apporte sur ce qu'on vit actuellement ?
Ben, la lumière m'apporte, c'est que je m'aperçois, et ça va être très difficile de le dire, mais je m'aperçois pendant toutes les périodes de l'histoire, pendant des périodes, et d'ailleurs dans le tome 2 on le verra encore plus, mais on a souffert, on a un peuple qui a énormément souffert, on nous a tués, on nous a opprimés, il y avait des rues remplies de croix où on a été mis sur la croix, les survivants, ils étaient tués, assassinés dans les cercles de Rome, de Beyrouth et de Césarée. Je m'aperçois que malgré tout, nous sommes dans une période qui est très très différente. Nous sommes dans une période, j'ai pas honte de le dire, nous sommes dans une période messianique. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur la terre d'Israël. C'est sûr que tout n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour la redoute du peuple, pour que nous soyons unis. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport aux peuples qui sont aux alentours. Mais nous sommes dans une période qui est très différente. Je pense, et là c'est mon opinion personnelle, je pense que nous sommes dans la meilleure période de l'histoire. Meilleure période de l'histoire, et donc, alors, je ne sais pas si tu as prévu déjà de faire un livre sur cette période ou c'est en cours? Bien sûr, je continue. Attention, ça m'a mis beaucoup de temps. Ça prend du temps d'écrire sur l'histoire. Il faut d'abord rassembler les éléments et ensuite les mettre à l'écrit. Mais je compte vous apporter le tome. Donc déjà pour le tome 1 de Une lecture juive de l'histoire juive, qui va être disponible donc à partir de la semaine prochaine. En Israël, comment on fait pour se le procurer? Très simplement, vous allez marquer sur Internet Une lecture juive de l'histoire juive. J'ai créé un site par rapport à ça. Et pour ceux qui veulent se le faire livrer en France ou à l'étranger, Amazon, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Chaim Berkovitch. Merci de m'avoir reçu, Olivier. Merci d'avoir été avec nous. En direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons Olivier Granilic. Bonjour à vous, Olivier, et Boker Tov. Boker Tov, Léa. Et ce matin, à la une de la presse israélienne, la crainte d'une escalade de violence sur plusieurs fronts. Oui, c'est le titre ce matin du Israël Hayom qui revient en détail sur les événements sécuritaires d'hier. L'attentat d'abord qui a coûté la vie d'un soldat israélien de 22 ans à Bdoumim et un missile anti-char qui a été tiré depuis le sud Liban. Le quotidien nous en dit un peu plus sur Shiloh Yosef Amir, le soldat qui a été tué hier à Bdoumim, et les circonstances de l'attentat. Un attentat qui s'est produit alors que le jeune soldat a vérifié une voiture suspecte à proximité du village. Le terroriste, un Palestinien de 19 ans, a tiré sur Shiloh. Le jeune garçon a été grièvement blessé. Il est décédé au cours de son transfert à l'hôpital. Le terroriste a quant à lui été neutralisé peu de temps après l'attentat. L'autre front qui inquiète les chefs de l'armée israélienne, c'est la frontière nord. Oui, avec un missile anti-char qui a été tiré depuis le sud Liban hier. Le Maariv nous dit qu'initialement Tal et la force de la FINUL, de l'ONU, ont nié le lancement de roquettes et ont supposé qu'il s'agissait d'explosions de vieilles mines, mais finalement, il a été reconnu qu'il s'agissait bel et bien de roquettes et Tsahal a immédiatement riposté. Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de ces tirs et le ministre de la Défense a mis en garde l'organisation terroriste et a déclaré: en cas de toute violation de notre souveraineté et de contestation de notre présence dans notre pays, nous répondrons à l'endroit et au moment de notre choix et de manière ouverte ou dissimulée, rapporte ce matin le Maariv, les propos bien entendu du ministre de la Défense. Et c'est bien la problématique des responsables israéliens. Alors comment et quand réagir ? Et oui, c'est les propos aussi du commentateur militaire du Israël Hayom ce matin, il analyse la situation et dit qu'Israël doit réagir sans provoquer une escalade de la violence, que ce soit en Judée-Samarie ou sur le front nord. Israël peut bien sûr jouer comme bon lui semble, mais s'il continue à le faire, il se retrouvera confronté à une réalité moins favorable, écrit ce matin Yoav Limor. Le Hezbollah ne fait qu'augmenter son audace et son arrogance. Et le dernier aperçu de cela était les tentes que l'organisation terroriste a installées sur le territoire israélien, sur le mont Dov, et qui n'ont toujours pas été évacuées. À la lumière des tirs d'hier, il semblerait que ce serait une bonne décision pour Israël de les évacuer immédiatement afin de rétablir l'ordre dans la région, avant que l'escalade dans le nord ne s'intensifie davantage, écrit ce matin le journaliste du Israël Hayom. Et puis dans la presse israélienne, il est question des manifestations contre la réforme juridique qui deviennent de plus en plus violentes.
Oui, c'est le Yedioth Ahronot, comme le reste de la presse israélienne, qui ont fait ce constat. Hier, les manifestants se sont retrouvés devant les maisons de certains ministres et députés de la coalition, et cela a donné lieu à des scènes de violence. Lors d'un rassemblement devant la maison du ministre de la Justice, Yariv Levin, à Modi, une grenade fumigène a été lancée par des protestataires, tandis que d'autres ont bloqué la route menant au domicile du ministre. Et puis une personne se trouvant sur les lieux a été aussi arrêtée. Puis à Tel Aviv, 4 manifestants ont également été appréhendés pour troubles à l'ordre public et agression contre des policiers devant le domicile de la ministre des Renseignements et celui du président de la Knesset, Amir Ohana. Et concernant l'application de la loi lors des manifestations, le gouvernement va demander des comptes à la conseillère juridique du gouvernement. Exactement, c'est le gouvernement qui tiendra dimanche une réunion pour discuter de l'application justement de la loi lors des manifestations actuelles. Des explications seront demandées à la conseillère juridique du gouvernement sur la manière dont le parquet traite les contrevenants à la loi lors de ces manifestations. Et le Yedioth Ahronot nous apprend que le secrétaire du gouvernement a envoyé une lettre posant des questions sur la politique d'application de la loi en ce qui concerne justement les menaces contre les élus, les appels à la désobéissance civile, les blocages de routes et les grèves illégales. La conseillère juridique a exprimé des réserves quant au débat sur ce sujet car le gouvernement est directement visé par les protestations en cours. Le Yedioth Ahronot ajoute que le ministre de la Justice a critiqué la réponse de la conseillère juridique en soulignant les atteintes continues aux droits fondamentaux et l'application sélective de la loi lors des manifestations actuelles. Il demande donc des réponses claires et uniformes concernant l'application de la loi lors du prochain Conseil des ministres qui aura lieu donc dimanche. Et dans le reste de l'actualité, Olivier, le ministre de l'Aliyah et de l'Intégration est inquiet de la situation en France. Oui, suite aux événements qui se sont produits en France, le ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, Ophir Sofer, a tenu hier une réunion d'urgence et parmi les personnes présentes, des responsables des communautés françaises en Israël ainsi que des chefs de communautés et organisations juives de France. La situation des communautés juives de la région parisienne, de Marseille, de Lyon était au cœur des discussions, en particulier la crainte que les événements préoccupants de ces derniers jours aient des répercussions sur la communauté juive et la possibilité d'intensifier les efforts pour encourager l'Aliyah de France. L'État d'Israël se prépare à tout scénario possible et agira en conséquence, a déclaré le ministre de l'Intégration. Et on termine par quelque chose d'un peu plus léger, Olivier, avec vous ce matin. Et dans cette actualité plutôt tendue, une bonne nouvelle pour ceux qui comptent se baigner cet été sur les plages israéliennes. Là, vous savez, Léa, que le calvaire des baigneurs, notamment en Israël, ce sont les méduses à cette période de l'année. Eh bien, contrairement aux années précédentes, les méduses ne sont pas encore manifestées sur les côtes israéliennes. Et selon des chercheurs ici d'universités israéliennes très respectées, cette situation pourrait perdurer tout l'été, ce que nous annonce en tout cas le Yedioth Ahronot ce matin. Le quotidien donne même une explication. Le changement climatique également ressenti en Israël a entraîné un réchauffement plus lent de la mer. Comme vous le savez, les méduses ont besoin d'une température relativement élevée pour nager et pour piquer les baigneurs. Les chercheurs, tout comme nous, espèrent que cette situation se poursuivra et que l'été se déroulera sans la présence des méduses.